Paris, septembre 2024. Une matinée ordinaire au musée d'Orsay. Madame Dubois, institutrice de maternelle, accompagne sa classe de 24 enfants de 5 ans à travers les galeries impressionnistes. Les petits courent, rient, s'émerveillent devant les couleurs vives de Monet et Renoir. Mais Lucas Fontaine reste immobile. Complètement immobile devant un tableau moins célèbre, le Serment du jeu de paume de Jacques-Louis David. Ses camarades sont déjà passés à la salle suivante. Lui fixe la toile avec une intensité troublante pour un enfant de 5 ans. Madame Dubois l'appelle une fois, 2 fois. Lucas ne bouge pas. Ses yeux bleus se dilatent anormalement. Puis, sans prévenir, le petit garçon lève son bras gauche et pointe un personnage précis dans le tableau. Sa voix change. Elle devient grave, posée, presque adulte. 47 visages, 33 mains levées, 14 ombres qui ne correspondent à aucun corps. Le code est là. Personne ne l'a jamais vu. Les mots sortent avec une clarté glaciale. Madame Dubois sent son cœur s'accélérer. Un gardien s'approche, inquiet. Lucas continue, comme s'il récitait quelque chose d'écrit dans sa mémoire. La fenêtre du fond montre Versailles, mais c'est impossible. David n'a jamais peint depuis cet angle. Il savait quelque chose. Il a caché un message dans les proportions. 7 divise 3, 21 est la clé. Son petit doigt trace des lignes invisibles sur le tableau, avec une précision mathématique. D'autres visiteurs commencent à s'arrêter. Une vieille dame murmure « Mon Dieu !» et se signe. Madame Dubois tente de prendre Lucas par l'épaule. L'enfant ne réagit pas. Ses yeux sont maintenant complètement blancs. On ne voit que le blanc pur de ses globes oculaires. Le serment n'était pas un serment, c'était une initiation. Ils savaient tous, la Révolution était prévue 53 ans avant. Tout était calculé. Sa voix résonne étrangement dans la salle, créant un écho qui ne devrait pas exister. L'institutrice crie, demandant de l'aide. Lucas s'effondre doucement sur le parquet ciré. Quelques secondes plus tard, il ouvre les yeux. Ils sont redevenus bleus et brillants. Il sourit avec l'innocence absolue de ses 5 ans. « Madame, on peut aller voir les statues maintenant ?» Ce qu'il venait de dire était techniquement impossible pour un enfant de maternelle. Mais ce n'était que le début. Le vidéo dure 52 secondes. Madame Dubois l'a enregistré avec des mains tremblantes pendant que Lucas parlait. Ce soir-là, elle le partage dans un groupe Facebook privé d'enseignants inquiets. En 48 heures, 350 000 vues. Mais il y a un spectateur qui compte plus que tous les autres. Le professeur Antoine Mercier est dans son bureau à Genève quand son assistante entre sans frapper. « Professeur, vous devez voir ceci, immédiatement !» Antoine dirige l'Institut d'études révolutionnaires de Suisse. Il a passé 41 ans à étudier l'art de la période révolutionnaire française. Il lance la vidéo, voit l'enfant pointer, écoute les mots. Son visage devient blanc comme un linge. Sa tasse de thé glisse de sa main et se fracasse au sol. Ce n'est pas possible. Absolument impossible. Antoine rembobine 6 fois. Chaque répétition confirme ce qu'il refuse de croire. L'enfant français vient de décrire le code des 47. Une théorie qu'Antoine a proposée dans une publication académique il y a seulement 4 mois. Un document consulté par exactement 23 spécialistes dans le monde. Mais il y a pire. Lucas a mentionné 14 ombres qui ne correspondent à aucun corps. Antoine n'a jamais publié cette observation. Il l'a découverte il y a 3 semaines seulement, en utilisant la technologie de scan 3D sur l'original au château de Versailles. C'est littéralement impossible que quelqu'un en dehors de son laboratoire connaisse ce détail. Antoine appelle immédiatement l'école. Son français rapide, teinté d'accent suisse, oblige Madame Dubois à demander qu'il parle plus lentement. « Je dois parler à cet enfant, maintenant. C'est urgent d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. » 26 heures plus tard, Antoine est dans le TGV direction Paris. L'appartement des Fontaines se trouve dans le 13e arrondissement. Modeste, chaleureux, les dessins d'enfants couvrent le réfrigérateur. Antoine sonne à 9 heures précises. Sophie Fontaine ouvre avec méfiance. « Vous êtes le Suisse ?» Sa voix est fatiguée. Lucas ne dort plus bien depuis l'incident. Il se réveille en criant des nombres. 47, 14, 21. Toujours les mêmes. Antoine entre et voit l'enfant assis par terre, construisant une tour avec des Legos. Lucas lève la tête et sourit. « Bonjour monsieur,
Vous venez pour le tableau ? Son français enfantin est parfaitement normal. Aucune trace de la voix grave du musée. Le chercheur s'agenouille devant lui, sort une photographie de son sac. C'est un détail agrandi du serment, spécifiquement les mains levées au centre de la composition. Lucas, peux-tu me dire ce que tu vois ici ? L'enfant regarde l'image pendant 7 secondes. Alors, son corps se raidit. Ses pupilles se contractent jusqu'à devenir des points microscopiques. Quand il parle, sa voix a de nouveau changé. Triangle isocèle, formé par les bras de Bailly, Sieyès et Robespierre. Mais Robespierre n'était pas présent ce jour-là. David l'a ajouté plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il savait. Il savait que Robespierre dirigerait la terreur. Tout était prévu. Les dates sont dans les angles. Sophie laisse tomber le verre qu'elle tenait. Antoine sent son cœur battre si fort qu'il pourrait éclater. Il sort un enregistreur audio. « Lucas, comment sais-tu cela ?» Les yeux de l'enfant restent fixés sur la photographie. Il me le montre. L'homme au bonnet rouge. Il vient la nuit. Il m'emmène dans son atelier. Ça sent la térébenthine et les pigments. Il me montre les nombres secrets, ceux qu'il a cachés pour que seuls certains yeux puissent les voir. Antoine tremble en écrivant. Que te montre-t-il d'autre ? Lucas se lève et marche vers sa chambre. Il revient avec un cahier d'école, l'ouvre à une page précise. Antoine voit un dessin fait au crayon de couleur. C'est un croquis enfantin, mais la proportion est parfaite. Trop parfaite. C'est le plan architectural de la salle du Jeu de Paume à Versailles, avec des mesures exactes, des angles précis, des détails que seul quelqu'un qui aurait été physiquement sur place pourrait connaître. Lucas, la voix d'Antoine n'est qu'un murmure. « Es-tu déjà allé à Versailles ?» L'enfant secoue la tête. « Non, monsieur, mais lui m'y emmène dans mes rêves. Il me montre les fenêtres, la lumière du matin, l'endroit où ils ont tous juré. Il me dit que c'était un théâtre, que la vraie histoire est cachée ailleurs. » Antoine sent la réalité se briser autour de lui. Sophie pleure silencieusement. « Mon fils est malade, n'est-ce pas ? Il a quelque chose au cerveau ?» Antoine secoue lentement la tête. « Madame Fontaine, votre fils n'est pas malade. Votre fils est un canal, et ce qui passe à travers lui est quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer. » Lucas sourit et retourne jouer avec ses Legos comme si rien ne s'était passé. Mais avant qu'Antoine puisse poser d'autres questions, l'enfant dit quelque chose sans lever les yeux. « La prochaine fois, apportez le document de Marseille, celui qu'il cache dans les archives municipales. Nous devons le comparer. » Le chercheur sent ses jambes faiblir. Il n'a jamais mentionné de document marseillais, mais effectivement, il en existe un. Et Antoine a une autorisation spéciale pour le consulter. Comment diable cet enfant le sait-il ? Antoine établit son quartier général dans un hôtel près de l'appartement. Pendant 5 jours, il réalise des tests exhaustifs avec Lucas. Chaque session révèle quelque chose de plus impossible que la précédente. Le 3e jour, il apporte un puzzle numérique spécialement conçu. Ce sont des fragments du serment réorganisés aléatoirement. 150 pièces. « Lucas, peux-tu me montrer où va chaque morceau ?» Antoine s'attend à ce que l'enfant prenne au moins 15 minutes. Lucas le complète en 73 secondes. Mais ce n'est pas tout. Pendant qu'il place les pièces numériques sur la tablette, il narre « Ce fragment contient l'œil bauge de Barnave. David l'a peint en utilisant du bleu de Prusse mélangé avec du blanc de plomb. Il y a 3 couches. La première est ocre jaune, la deuxième contient des traces de vermillon, la troisième est un glacis transparent. » Antoine vérifie chaque affirmation contre sa base de données d'analyse chimique. Tout est exact, absolument tout, y compris des détails techniques qui ont nécessité des mois de spectrométrie pour être confirmés. Ce soir-là, Antoine organise une vidéoconférence d'urgence avec le Conseil international des études révolutionnaires. 18 experts de 7 pays observent en silence pendant que Lucas répond à des questions qui feraient transpirer un professeur d'université. « Combien de personnages portent du rouge dans la composition ?» demande le professeur Chen depuis Pékin. « 7, répond Lucas sans hésiter. David a utilisé le rouge pour marquer ceux qui mourraient violemment. C'est un code. Tous les 7 ont péri pendant la terreur ou après. Le rouge est prophétie. » Le professeur Chen vérifie frénétiquement ses notes. « Mon Dieu, il a raison. J'ai publié cette théorie il y a à peine 9 mois dans une revue académique chinoise. »
La docteure Müller, depuis Berlin, pose la question suivante. Que représente le nombre 47 dans la géométrie cachée du tableau? Les yeux de Lucas deviennent vitreux. 47 est le nombre de la transformation. 47 est le pont entre deux époques. 47 divisé par 7 donne 6,71. C'est le rapport d'or multiplié par 2,618. David connaissait la géométrie sacrée. Il a construit toute la composition sur ce nombre. Silence absolu dans la vidéoconférence. Antoine fait rapidement les calculs. Lucas a raison. Les proportions du tableau suivent exactement ce rapport. Impossible, murmure la docteure Müller. J'ai mis 2 ans à découvrir cela. Lucas continue, avec cette voix qui ne lui appartient pas. David a laissé un message mathématique. Si vous mesurez la distance entre chaque personnage et la fenêtre centrale, vous obtenez une séquence. Mais si vous le faites en ordre inverse, en partant de la droite, vous obtenez une date. Antoine sent l'air quitter ses poumons. Quelle date, Lucas? L'enfant le regarde directement à travers la caméra. Le 14 juillet 2025, 11h07 précise, le jour où le secret le plus ancien sera révélé, le jour où la France comprendra enfin ce qui s'est vraiment passé. Sophie, qui écoute depuis la cuisine, fait tomber une casserole. Le bruit est assourdissant. Quand elle entre en courant dans le salon, Lucas est inconscient sur le canapé. Sa respiration est superficielle, sa peau est pâle comme du marbre. Antoine vérifie immédiatement le calendrier sur son téléphone. Le 14 juillet 2025, la fête nationale française. Dans exactement 9 mois et 18 jours. Lucas se réveille 40 secondes plus tard, demande un verre d'eau avec sa voix normale d'enfant de 5 ans, il ne se souvient de rien. Mais dans sa main droite, il y a quelque chose qui n'était pas là avant. Un symbole dessiné avec une encre qui semble scintiller sous la lumière. Antoine l'examine de près. C'est un compas maçonnique entrecroisé avec une équerre, le symbole exact utilisé par les révolutionnaires français. Mais ce n'est pas dessiné comme un enfant le dessinerait, c'est tracé avec la précision d'un maître graveur du XVIIIe siècle. Antoine prend une décision qui pourrait détruire sa réputation. « Madame Fontaine, je dois emmener Lucas à Versailles, au château, dans la vraie salle du jeu de paume. Je crois que là-bas, nous obtiendrons des réponses. » Sophie refuse immédiatement. « Mon fils ne va nulle part, c'en est trop. » Mais cette nuit-là, Lucas fait un autre rêve. À 2h47 du matin, Antoine, qui dort sur le canapé avec la permission de la famille, entend des pas pieds nus. Lucas marche endormi vers le salon. Ses yeux sont ouverts mais complètement blancs. L'enfant s'arrête devant Antoine, parle en français ancien, celui du XVIIIe siècle. « Antoine Mercier, je t'ai choisi comme gardien. Tu dois amener l'enfant à la salle. C'est là seulement que le voile pourra se lever complètement. Le temps presse. 14 juillet, souviens-toi. » Antoine répond en tremblant. « Qui êtes-vous » Le sourire qui apparaît sur le visage de Lucas n'est pas enfantin. Il est ancien, sage, troublant. « Tu sais qui je suis, Antoine. Tu as toujours su. C'est pour cela que tu as consacré ta vie à me chercher dans chaque coup de pinceau. Maintenant, c'est moi qui te cherche. Et j'ai besoin de toi. » Lucas retourne dans sa chambre sans se réveiller. Le lendemain matin, Sophie trouve un dessin sous l'oreiller de son fils. C'est un portrait. Jacques-Louis David, dessiné avec une précision photographique, mais fait au crayon de couleur par des mains de 5 ans. Sophie accepte finalement. « Mais je viens avec lui. Il ne me quitte pas. » 3 jours plus tard, ils sont dans un train direction Versailles. Lucas dort paisiblement, mais à travers la fenêtre, il regarde vers l'ouest, vers le château. « Bientôt, » dit-il simplement. Il m'attend. Ils arrivent au château de Versailles un mardi matin. Antoine a obtenu une autorisation spéciale. La salle du jeu de paume est fermée au public pour des rénovations. Il traverse des couloirs de pierre ancienne. Lucas marche comme s'il connaissait chaque recoin. Il s'arrête devant une porte spécifique. « C'est ici », dit-il. « C'est ici que tout a commencé. » Antoine ouvre la porte. Et là, devant eux, se trouve la salle historique, vide. Immense, résonnant de siècles d'histoire. Lucas entre lentement.
Ses pas résonnent sur le parquet ancien. Il se place exactement au centre de la salle, là où la lumière des fenêtres converge. Puis il lève les yeux vers le plafond, et quelque chose d'extraordinaire se produit. Les lumières de la salle commencent à vaciller. La température chute brutalement. Antoine voit sa respiration se condenser dans l'air. Lucas crie avec sa voix, avec la voix de David, avec d'autres voix encore. « Voyez, voyez enfin !» Et Antoine le voit. Sur les murs, cachés dans les fissures du temps, il y a des marques qui forment un motif qui n'est pas aléatoire. C'est une carte des étoiles, les positions exactes des constellations à une date spécifique. Antoine sort son téléphone, prend des photos frénétiquement, lance un programme d'astronomie. La carte correspond au ciel nocturne du 14 juillet 2025, à 11h07 du matin, heure de France. « Dieu miséricordieux !» murmure Antoine. David a prédit ceci il y a plus de 2 siècles. Lucas s'effondre. Sophie court vers lui, criant son nom. Mais l'enfant se réveille rapidement, souriant. « Je vais bien, maman. J'ai juste vu quelque chose d'important. » Antoine sait que l'histoire ne fait que commencer. Le 14 juillet approche, et le monde entier attend de découvrir ce qu'un enfant de 5 ans et un peintre mort depuis 2 siècles ont à révéler. Parce que certains secrets sont trop grands pour rester cachés, et certains enfants voient ce que les adultes ont oublié comment regarder. Le compte à rebours a commencé.